Bonjour, je suis Perrine. Je vous souhaite la bienvenue dans Mots de Psy, le podcast qui vous parle de psychologie. Vous découvrirez ici le récit de professionnels qui travaillent autour de la psychologie et de l'accompagnement de l'humain, de femmes et d'hommes qui vous raconteront leurs expériences concernant leur suivi, ainsi que des concepts et outils pratiques pour explorer ensemble la magie du fonctionnement de notre cerveau, nos pensées et nos émotions. Ce sont leurs histoires, parfois la mienne et peut-être aussi la vôtre. J'espère que ce podcast vous permettra de dédramatiser et mieux comprendre la psychologie en vous accompagnant sur votre chemin de vie avec alignement, sérénité et légèreté. Très belle écoute! J'accueille aujourd'hui Marie-Paule Rousse, psychothérapeute, coach, formatrice depuis plus de 20 ans et gérante de l'organisme de formation FES. Avec franchise, Marie-Paule va nous parler de ses métiers, de sa spécialité en prise en charge des traumatismes, ainsi que de l'évolution de son organisme de formation. J'espère que ce podcast vous permettra de découvrir l'intérêt des thérapies brèves et ses applications, ainsi que l'importance d'une formation de qualité lorsque nous travaillons avec l'humain. Alors vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour Marie-Paule, bienvenue dans Mots de Psy. Bonjour. Je te laisse te présenter. Oui, donc je m'appelle Marie-Paule Rousse, je suis sur Avignon et donc j'ai un organisme de formation, nous avons un organisme de formation avec ma fille qui s'appelle FES ou Formation, Évolution et Synergie, dans lequel nous faisons de la formation professionnelle et certaines formations sont certifiantes avec un RNCP pour pouvoir utiliser les CPF. Tout à fait. Et je suis aussi psychothérapeute depuis 96, formatrice depuis 96 et puis ensuite maître enseignante en hypnose et en PNL et en thérapie brève. Et aussi je suis coach professionnel. Tout ça dans une même femme. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivée à la psychothérapie ? Alors, c'est un chemin qui a commencé à 18 ans. D'accord. À 18 ans, j'ai commencé des études d'infirmière en psychiatrie. Ensuite, j'ai exercé pendant quelques années. Et ensuite, j'ai fait un DE, donc un diplôme d'État. Et à la fin de ma carrière d'infirmière, je travaillais en pédopsychiatrie. D'accord. Ensuite, pour des raisons multiples et variées, j'ai arrêté ce métier et j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique où je présentais des produits qui étaient tous par rapport au cœur, parce que je suis toujours dans le cœur, c'est très logique tout ça, qui étaient des anti-allergiens plaquettaires ou des héparines de bas poids moléculaires. Donc à un moment, j'ai travaillé pour Sanofi, j'ai été directeur régional et puis ensuite... pendant ces années-là de visite médicale et de travail dans l'industrie pharmaceutique, j'ai fait des formations et j'ai eu un plan de formation dans lesquelles j'ai fait des formations en PNL, j'ai fait des formations en coaching, enfin j'ai fait différentes formations. À un moment, au bout de 9 ans, j'avais décidé de ne pas rester là-dedans longtemps parce que j'avais remarqué que mes collègues se laissaient facilement scléroser là-dedans parce que les salaires sont confortables et du coup... Et moi, il faut que je change tout le temps, donc voilà, c'était pas possible. Je peux pas rester longtemps dans le même métier. Ou alors, il faut vraiment qu'il y ait des éléments qui changent dans le métier pour que ça m'amuse. Autrement, je m'ennuie. Et donc là, j'ai commencé la thérapie en 96 et c'était vraiment, pour moi, c'était logique avec mon parcours que je m'intéresse à la thérapie. Puis j'ai eu une proposition avec la personne qui est devenue mon associée de commencer à faire des formations et ça y est, j'avais le virus et tout a commencé en fait en 96, l'année de mes 40 ans. C'est vrai, tu as raison, quand on rentre dedans, c'est comme un virus, après on n'arrive plus voilà, c'est un gentil virus. Oui, bien sûr. Voilà. Et il a muté aussi chez moi, puisqu'après, j'ai fait d'autres choses. J'ai été coach professionnel et puis ensuite, je suis devenue chef d'entreprise. Et est-ce que tu as une spécialité dans ta pratique ? Alors, dans la pratique de la psychothérapie, ma spécialité, c'est la prise en charge des traumas, oui. Des gros traumas. Donc, par exemple, j'ai fait du bénévolat quand il y a eu les attentats à Nice, où j'ai consulté des journées entières de 8h du matin à 22h
pour faire la thérapie brève avec les gens qui avaient assisté à ça. Donc les attentats, les enlèvements, les viols en réunion, enfin tout ce qui est le côté sombre de notre société. D'accord. Et pour toi, c'est quoi la chose la plus passionnante de ton métier ? C'est la diversité. C'est le fait que mes journées ne sont jamais les mêmes. Ouais. Que ce soit en thérapie, parce que ce sont des personnes différentes. Et ce qui me passionne dans le fait qu'il y ait de la diversité, c'est que ça demande chaque fois de s'adapter avec une grande adaptabilité et de la créativité. Et c'est ce qui rend intéressant ces 4 jobs, en fait. Parce que dans les 4, il y a ça. De la diversité. Ah oui. Voilà, moi je ne suis pas formatée pour travailler dans un bureau de l'âge de 18 ans jusqu'à l'âge de 60 ans. Je n'ai pas ce formatage-là. Parce que même quand j'étais jeune, je travaillais tous les étés. Et je travaillais chez les forains qui vendaient des chichis, des gaufres, des crêpes, des bonbons, tout ça. Et en fait, on faisait les fêtes foraines. Donc, ce qui fait que même pendant toutes mes vacances scolaires, les vacances de Pâques et les vacances d'été, eh bien, toutes les semaines, on changeait d'endroit. Tu bougeais. Et donc, je suis conditionnée à ça et je suis conditionnée aussi à beaucoup travailler. Voilà, parce que j'adore ça. Ok. C'est quoi pour toi les qualités pour être un bon psychothérapeute ? Alors, pour être un bon psychothérapeute, je ne vais pas mettre en avant ce qui est souvent dit, du style l'empathie, la communication, l'humanité. Parce qu'il y a des tas de gens qui ont ça et ils ne sont pas du tout psychothérapeutes. Hein. Voilà. Moi, ce qui est important pour moi dans le métier de psychothérapeute, et c'est pour ça que j'ai créé un parcours de psychopraticien en thérapie brève chez FES, c'est la compétence professionnelle. C'est la capacité à se remettre en question et le respect du client dans le fait que cette personne va venir, elle va donner une somme d'argent qui représente du temps de travail, c'est pris souvent sur le budget de la famille, les gens prennent du temps, des fois ils prennent une RTT pour venir, ils dépensent de l'argent en essence, en parking et tout ça. Et vraiment la notion de faire du bel ouvrage pour que le client ait ce qu'il attend et le plus rapidement possible, puisque voilà, moi, je suis spécialisée en thérapie brève. Donc c'est vraiment sur le côté professionnalisme, respect de l'engagement, continuer à se former et être dans de la capacité à se donner de l'autofeedback pour s'améliorer. Et du coup, tu parles de thérapie brève. Alors pour toi, quelle est la différence ou peut-être qu'est-ce qui fait que tu as choisi ça au final ? Parce qu'au départ, le premier patron que j'ai eu quand j'étais infirmière en psychiatrie et pendant mes études et quand j'étais infirmière diplômée, c'était des freudiens. Après, en pédopsychiatrie, des lacaniens. Et j'ai pu observer que sur des problématiques bien constituées, eh bien, il y avait peu de résultats. Parce que voilà, les gens qui sont hospitalisés, on ne veut pas les garder pendant longtemps. Et en plus, ils n'étaient pas vus très souvent en fait, par les psychiatres. Et donc, voilà, la psychanalyse, c'est intéressant pour tout un tas de raisons. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir des résultats plus rapides et surtout de s'occuper de la structure des problématiques. C'est-à-dire comment est construite la structure de la personne, comment est construit son problème. Parce que si cette personne, en fait, elle a construit son problème, hein, Jung disait, nous sommes des faiseurs de problèmes, des constructeurs de problèmes. Ben, c'est tout à fait ça. Donc, quand la personne, elle sait, je pars de la croyance et du présupposé que si la personne a su créer un problème, eh bien, elle va savoir le déconstruire. Et mon job, c'est de trouver comment déconstruire ce problème, comment neutraliser les impacts émotionnels de ce problème, et puis en tenant compte aussi de ce qu'on sait maintenant au niveau de la neurologie, puisque là maintenant on sait très bien comment on travaille, sur quelle sphère on travaille, et quels résultats ça donne. Et c'est comme ça que je suis arrivée aux thérapies brèves, parce que j'ai bien fait la différence entre les deux. D'accord. Et quand j'étais en pédopsychiatrie, j'ai cherché un thérapeute qui fasse autre chose que ce que je connaissais. Et on m'a adressé à un médecin généraliste qui faisait de la thérapie sur Nice, puisque j'étais sur Nice. Et on m'a dit, il est un peu bizarre. J'ai dit, c'est parfait.
Des bizarres, j'en ai déjà rencontré pas mal, donc ça sera un bizarre différent. Effectivement, il était assez spécial. Et en 3-4 séances, le truc a été balayé, qui était assez costaud. Et donc après, j'ai appris qu'effectivement, il avait fait de la PNL et qu'un clin d'œil de la vie, c'est qu'il était allé aux États-Unis, il avait fait une formation avec Bendler. Dans le temps où Bendler faisait des formations assez, on va dire, nouvelle vague. Pour les personnes qui ne connaissent pas Bendler, du coup, c'est un des créateurs de la PNL. Donc, il y a un outil de thérapie brève. Ouais. Qui est un outil de thérapie brève. Et donc, c'est comme ça que j'ai été convaincue de l'efficacité des thérapies brèves quand on sait bien les utiliser. Tout à fait. Et donc, du coup, tu nous disais que tu as un organisme de formation, donc FES. Comment ce projet est venu et comment ça a pu évoluer ? J'imagine que c'est plus du tout la même... On a commencé à travailler avec Gilles Roy ensemble, en faisant des animations ensemble. Après, on a rajouté rapidement, j'ai rajouté l'hypnose, lui le coaching. Et puis ensuite, on s'est monté en SARL et jusqu'à ce qu'il parte à la retraite en 2017. Et ensuite, que ça devienne ce que c'est maintenant, parce que ça s'est beaucoup développé depuis 2017. Ça a beaucoup changé. Il y a beaucoup plus de formateurs, il y a beaucoup de formations. Et ça continue, puisque là maintenant, on est sur mettre en place des formations en blended learning. Et on rajoute des formations, des masterclass pour les gens qui ont été formés comme psychopraticiens et puis ceux qui ont été formés au coaching pour qu'ils continuent à apprendre. Ok, donc toujours ce questionnement, cette remise en question et donc du coup avancer dans sa pratique aussi. C'est ça, je ne peux pas m'en empêcher. Je les fatigue un peu au bureau, je dois avouer que des fois ils me disent ça suffit, là, stop. C'est aussi pour ça que ton organisme est si reconnu et qui marche si bien, j'imagine. C'est-à-dire que je pense que la formation, c'est dans la vie. Donc, c'est important de suivre les mouvements de la vie. Quand il y a eu le premier confinement, là, en mars l'année dernière, on a immédiatement mis les formations en Zoom. Parce que, je sentais que ça planait bien, et d'ailleurs, ça atterrit. Et donc, rapidement, on a des équipes de formateurs aussi qui sont très adaptables et qui ont su vraiment rapidement animer des formations de qualité par Zoom. Donc, il faut s'adapter. On est dans la vie, il faut s'adapter au monde d'aujourd'hui. Tout à fait. C'est fini. Moi, la formation telle que je l'ai connue en 96 et telle que quand j'ai commencé à me former en 89, ça n'a plus rien à voir. C'est pour ça qu'il faut refaire les programmes, il faut changer les techniques, il faut les faire évoluer. On ne peut pas enseigner, par exemple, la PNL ou l'hypnose comme on l'enseignait en 96 ou comme moi, je l'ai apprise en 89. C'est obsolète. Et justement, de ce que tu proposais au départ, au tout début du début de l'organisme de formation à aujourd'hui, tu vois que ça a beaucoup évolué ? Énormément, oui. Ouais. Énormément, puis on a affiné dans les structures pédagogiques, parce que moi, quand j'ai fait mes formations, ce qui était difficile pour moi, c'est que souvent, il n'y avait pas de structure pédagogique. Et il n'y avait pas une construction, une ingénierie derrière ça. Et donc, c'est quelque chose auquel je fais vraiment attention, parce que plus il y a une ingénierie derrière ça, plus c'est bien conçu, et plus les stagiaires apprennent facilement. Ouais. Plus ils apprennent à la fois au niveau conscient et inconscient, cerveau droit, cerveau gauche, et c'est plus facile. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment... ça fait partie du cœur du métier. Il y a la matière que l'on enseigne, mais ce qui me semble encore le plus important, c'est comment je l'enseigne. Il y a construire une maison, et comment je mets les fondations, et comment je monte les murs, et quelle structure j'utilise pour ça. Pour que ça soit stable. Voilà. Et justement, tu as créé toi-même des techniques, du coup. Donc le Still Bill et New Recognition, il me semble. Oui, Still Bill, donc c'est une création adaptée, parce que ça vient beaucoup de l'IMO, qui a été créé par un PNListe, Andreas, et qui a été enrichi avec un travail bien précis en s'inspirant des niveaux logiques de Diels, qui travaille sur les croyances de manière vraiment précise,
Et c'est ce qui donne le résultat de ce traitement des traumatismes par les mouvements oculaires. Et puis après, il y a tous les mouvements oculaires qui, eux, viennent de l'IMO. D'accord. Voilà. Ok. Et l'IMO, et puis en mettant de l'hypnose conversationnelle et cet aspect sur les croyances, donne un résultat très efficace. Et je l'ai fait évoluer au fil du temps, ce qui n'est pas fait pour d'autres techniques qui sont réservées aux médecins, où ça n'a pas beaucoup bougé depuis le début de sa création. Et une autre technique qui est la new recognition, donc qui est en fait comment recadrer différents événements qui ont été difficiles dans la vie d'une personne en utilisant la ligne du temps, et qui est basé sur la répétition et qui permet c'est un travail vraiment de thérapie brève, parce qu'en 1 heure, on fait l'équivalent de 4 séances. Ah, c'est énorme. Voilà. Les clients appellent ça l'exercice Karcher. On nettoie tout. Voilà. Où ils disent, on a fait la crêpe. Voilà. Et c'est un travail que j'ai commencé à mettre en place quand j'étais encore maître praticien en PNL. D'accord, ah oui. C'est quand j'ai appris la ligne du temps. Ah oui. Et je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de faire comme ça. Et puis au fur et à mesure, je l'ai affiné. Mais je le faisais qu'en thérapie. Et puis, de temps en temps, il y avait des stagiaires qui me demandaient une consultation. Quand c'est ça, je fais une consultation ou 2, mais pas plus. Autrement, ils le font avec un thérapeute autre. Et un jour, ils m'ont demandé de la mettre en forme. Donc, il a fallu que je m'enregistre et tout ça pour que je sache exactement ce que je faisais. Et donc là, maintenant, je l'enseigne. Donc tu t'es enregistré, tu t'es observé, modélisé, voilà, c'est ça, pour pouvoir construire le contenu de la formation. D'accord. Ah oui, c'est génial de fonctionner de cette manière. Ah ouais, c'est ce qui est ça que je trouve intéressant. Oui, donc je refais, et puis j'ai réécrit un peu des techniques en PNL, j'ai créé des techniques en hypnose, parce qu'on peut plus enseigner comme on enseignait avant. Ouais. Tu as réussi à évoluer au fil du temps aussi. Oui, oui, c'est ce qui est rigolo. Hein. Parce que moi, si je m'amuse pas, je fais pas. Mais on sent que dans ta pratique et dans les outils que tu utilises, il y a aussi effectivement de l'amusement sur des sujets sérieux. En même temps, on sent que c'est de l'amusement, et donc pour avoir été stagiaire, effectivement, on apprend vite. On apprend vraiment vite. Oui. Et puis, il faut que ce soit facile à utiliser. Ouais. Voilà. Parce que pour la PNL, par exemple, au niveau de la petite histoire, c'est que au début, Grinder et Bendler n'étaient pas des concepteurs disciplinés de technique. Donc, ils disaient, bon, mais allez, hop, vous faites ça, ils mettaient 3 mots au tableau, et puis allez-y. Hein. Et après, il y a des gens qui ont créé les techniques, mais elles étaient faites comme dans les années 78-80. Donc il faut vraiment revoir ça avec un œil beaucoup plus contemporain pour modifier ça et faire que ce soit facile à utiliser et quasiment de manière conversationnelle. C'est-à-dire qu'il y a des exercices en PNL, on peut le faire quand on discute au restaurant, quand on est dans l'avion, enfin vraiment, c'est dans la vie de tous les jours. Ouais. Il faut que ces techniques-là, elles soient dans la vie. C'est vraiment important parce que ce sont des pédagogies du changement, donc on apprend aux gens inconsciemment à les faire. Tout à fait. Et donc du coup, en parlant de PNL, vous êtes certifié par les États-Unis ? Alors on a des certifications, tous les enseignants sont certifiés Society of NLP, donc ça veut dire qu'ils ont eu, contrairement à beaucoup d'organismes, chez nous, il y a un parcours qui est long pour devenir enseignant. Oui, formateur. Il faut faire tout le parcours. Ensuite, il y a la formation. Il y a la formation aussi qui est longue. Et puis surtout, il y a tout un assistanat avec des mises en pratique devant les groupes, avec feedback des formateurs principaux. Il y a tout un travail à rendre. Donc, c'est un cursus de 2 ans. Ah oui, absolument. Et ça garantit de la qualité des formateurs. Et puis, bon, il y a de temps en temps des formations qui sont faites aussi pour eux, pour la formation continue. Alors justement, tu as pas mal de formateurs aujourd'hui. Comment tu choisis tes formateurs ? Alors les formateurs en PNL et en hypnose, c'est tous des formateurs modèle FES. Okay. C'est-à-dire c'est des formateurs soit qu'on a formé Gilles et moi, soit moi. Et c'est important parce que comme ça, on est dans les mêmes valeurs. Et oui, bien sûr. J'ai fait un essai malheureux de recruter quelqu'un à l'extérieur et c'était pas du tout probant. Et là, je me suis aperçue que dans d'autres organismes, voilà. Les gens, ils étaient maîtres praticiens et après, ils étaient basculés formateurs très vite. Ah oui. Et, ce qui n'est pas le même métier. Voilà. Et autrement, là, il y a beaucoup de formateurs qui viennent de Belgique ou de Lille qui sont des gens vraiment spécialisés dans leur domaine. Voilà. Il y a une exigence au niveau de la qualité des enseignants.
Et ça se ressent dans la qualité après du contenu des formations, hein, c'est clair. Oui, il faut que ce soit et puis des professionnels dans le domaine. C'est-à-dire que, par exemple, dans les formateurs en PNL et en hypnose, ils utilisent la PNL et l'hypnose, soit dans leur métier de thérapeute, soit dans leur métier de thérapeute et de coach. Ils l'utilisent. Ils ne sont pas que des enseignants en PNL ou en hypnose. Il y a du terrain et du concret. Ils ont du terrain. Ouais. Et moi, à mon avis, c'est indispensable, ça. Et c'est pareil, le psychologue qui enseigne les addictions, il est professionnel de ça, il travaille dans un centre, et c'est son métier, il enseigne ça depuis longtemps et il l'exerce. Pour l'hypnose et l'enfant, elle ne fait que ça. Elle est psychologue et elle ne fait que ça, elle ne travaille qu'avec les enfants. Donc c'est vraiment avoir des gens qui sont vraiment spécialisés dans leur domaine, et pas théoriquement, et aussi, surtout pratiquement. Tout à fait. Qui exercent le métier. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en termes de stagiaires, est-ce qu'il y a une typologie ? Est-ce que tu remarques une typologie particulière ? C'est quoi, des personnes en reconversion ? C'est des professionnels qui rajoutent des outils à leur pratique ? Il y a un peu tout ça. Alors, il y a eu un peu des changements parce qu'on a un RNCP pour la formation de coach. Donc, ce qui fait que toute la PNL, le coaching individuel et le coaching d'équipe sont pris en charge par les comptes CPF. Donc, on a des gens qui viennent pour des reconversions professionnelles. Il y a des gens qui viennent parce que ils ont envie de faire une formation et que ils veulent utiliser leur compte CPF. Il y a des gens qui sont envoyés par le Pôle emploi. On accueille aussi des gens handicapés en fauteuil. On a eu des stagiaires qui sont aveugles ou très malvoyants. Et donc on fait toute une adaptation par rapport à ça. Et puis on a des gens qui sont déjà formés, qui sont psychologues, qui sont kinés, qui sont dans des professions paramédicales ou médicales, et qui viennent pour trouver des compléments de formation pour enrichir leur boîte à outils professionnelle. Oui, tout à fait. Et j'étais de ces personnes-là. Et oui. Et en fait, dans ma pratique, effectivement, il me manquait des outils rapides. Je pense que le monde a évolué, les gens aussi. Ils ont envie de quelque chose qui avance, qui voit une évolution rapide. Et ça m'aide énormément. Donc j'ai ma formation initiale, bien entendu, mais j'utilise énormément de PNL, d'hypnose et autres techniques. Le style Bill aussi. Ouais. Et oui, parce que là, en tout cas en France, c'est comme ça, c'est que les études de psychologue ne mènent pas à travailler en cabinet, en fait. Elles ne sont pas conçues pour ça. Quand on voit aux États-Unis qu'au bout de 3 ans, les gens qui font la psycho, ils font de la recherche déjà. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de psychologues qui se retrouvent sur le marché du travail, mais sans trop savoir par quel bout s'y prendre pour recevoir des gens en thérapie. Donc effectivement, on a beaucoup de psychologues qui viennent pour rajouter des outils pour pouvoir être beaucoup plus à l'aise. Ouais, c'est ça. En fait, c'est comme si je me sentais un peu désarmée. Là, ok, d'accord, très bien, ça marchait bien, pas de souci, mais il manquait un truc, en fait. Et oui, c'est-à-dire qu'à un moment, sur des problématiques, si on n'a pas d'outils, on tourne autour du pot, mais ça peut durer longtemps. C'est ça, c'est exactement ça. Par exemple, sur les abus sexuels ou le viol, on le prend dans un sens, dans un autre, etc. Et puis après, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est toujours là, quoi. Alors que là, en thérapie brève, d'abord, premièrement, on a des techniques pour que la personne puisse être confortable pour travailler dessus. Et surtout, c'est rapide. Ouais. C'est rapide. Dès la première fois où l'on voit la personne quand elle a été violée récemment, dès le premier rendez-vous, ça y est, il y a déjà un mieux-être. Tout à fait. Donc moi, ça me semble totalement primordial, ça. On ne peut pas laisser les gens souffrir pendant je ne sais pas combien de temps. Et c'est ça que j'arrive pas à comprendre, tu vois, c'est qu'on connaît ces techniques-là, on connaît leur efficacité, c'est prouvé, etc. Et pourtant, on les applique pas. Alors, je suis contente que, tu vois, tu aies pu intervenir, par exemple, à Nice. Mais je pense qu'il y a d'autres situations où il faudrait ils font des débriefings de crise qui sont pas là. Ils font, en fait, certains qui font des débriefings après les attentats, leur disent que ça leur fait du bien de parler de ce qu'ils ont vu. Je pense pas que ça fasse du bien à personne de parler, d'avoir vu des gens démembrés. Je pense pas que ça soit très utile. Donc, effectivement,
ça a un peu du mal à rentrer dans... En France, on est un pays qui est plus psychanalytique que le pays qui a vu naître Freud. Donc, alors que l'Autriche est très versée dans les thérapies brèves. D'accord. C'est assez... d'ailleurs, l'organisation de la psychothérapie mondiale, dont le siège est à Vienne, qui reconnaît la PNL comme étant un outil de thérapie, voilà. Alors qu'en France, il y a encore une longue tradition psychanalytique. Ouais, c'est vrai. Et qu'est-ce que toi, en tant que professionnel, tu penses justement de ces différents types de professionnels, donc psychologue, psychanalyste, coach, psychothérapeute, etc. Tu penses quoi de toutes ces différentes sphères ? À quel niveau ? Est-ce que tu penses qu'il y a des conflits un peu entre ces personnes ? Chacun tire un petit peu... Ça ne devrait pas arriver, ça. Ouais. Ça ne devrait pas arriver. Parce que je pense que chacun a ses spécificités et que ça peut être complémentaire. Tout à fait. Voilà. Voilà, moi, si quelqu'un, maintenant, je suis connue par rapport à la thérapie brève, enfin, connue dans ma petite sphère. Et quand j'avais plus jeune des gens qui venaient, qui me disaient, moi, ce que j'ai besoin, c'est de parler, je disais, je ne suis pas la bonne personne, donc je vais vous donner des noms de collègues psychanalystes. Et voilà, que vous pourrez voir et avec lesquels vous aurez ce que vous voulez. De toute manière, je pense que dans ces métiers, notamment dans la psychothérapie, on ne peut pas travailler tout seul. Il faut qu'on ait un carnet d'adresses avec des gens qui sont des ostéos, avec des acupuncteurs, avec des psychiatres, des pédopsychiatres, des psychanalystes, avec tous des corps de métier, des avocats. Quand on travaille sur des harcèlements, des pervers narcissiques et tout ça, il faut vraiment faut pas faire de bêtises là, parce que des fois c'est la vie des gens qui en dépend. Bien sûr. Et vraiment d'avoir des professionnels dans plusieurs domaines et d'avoir ce carnet d'adresses, c'est très important. En fait, moi je crois que c'est de l'utopie de croire qu'on peut travailler tout seul. Ouais. On est toujours plus fort à plusieurs. D'abord, premièrement, parce qu'on ne peut pas faire toutes les erreurs du monde, mais on ne peut pas faire toutes les réussites non plus. Bien sûr. Et on a besoin des autres. Et je pense que c'est beaucoup plus intéressant de travailler en réseau que de travailler tout seul dans son coin et se dire que vraiment on est le meilleur psychothérapeute du monde. Ouais, tout à fait. Et ça peut être une tendance. C'est pour ça que c'est important d'avoir la supervision. Et oui. Ça évite de prendre la grosse tête. Parce que comme vous n'avez pas de feedback quand vous êtes seul dans votre cabinet, vous pouvez très vite penser que vous êtes vraiment le nec plus ultra de la psychothérapie. Bien sûr, parce que vous n'avez pas de retour. Donc je pense que c'est vraiment important d'être supervisé. Moi, j'ai été supervisée pendant pratiquement 20 ans. Ouais. Maintenant, je suis superviseur, mais je trouve que c'est vraiment important. Et encore, on échange avec des amis thérapeutes sur nos cas de manière sympa et tout ça, dans un truc un peu festif. Mais il y a toujours cette recherche d'avoir le point de vue de quelqu'un d'autre aussi, pour certains cas, parce que voilà, il suffit qu'on n'ait pas regardé sous le bon angle et que quelqu'un d'autre trouve ça complètement évident. Donc voilà, la supervision est vraiment importante dans les qualités d'un thérapeute. C'est ça, la remise en question. La remise en question, elle passe par faire une supervision ou des intervisions entre professionnels. Bien sûr. Voilà. Et ça, c'est primordial pour le métier. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et justement, donc, tu disais que tu avais rencontré une personne avec qui tu avais fait quelques rendez-vous sur un gros sujet qui t'avait amené après à la thérapie et donc de la supervision. Est-ce que tu penses qu'il est nécessaire, peut-être même obligatoire, d'avoir été accompagné, d'être accompagné et d'être supervisé aussi quand on est dans ces métiers ? Ah oui, pour moi, c'est... Déjà, dans le parcours de psychopraticien, il y a actuellement 2 membres de RNCP. Dans le parcours de psychopraticien, il y a une thérapie de 10 heures qui est obligatoire, avec justificatif, avec les techniques des thérapies brèves, et il y a 20 heures de supervision qui sont obligatoires. D'accord. Donc, parce que ça fait partie intégrante du sérieux et du professionnalisme dans ce métier. Comme en coaching, voilà, il y a 5 études de cas à rendre, plus une qui présente le jour de la certification. C'est vraiment pour être au cœur du métier, et ils ont l'obligation d'être supervisés par un coach professionnel aussi. Ah oui. Ça fait partie du sérieux de la profession. Ouais, tout à fait d'accord. C'est pas de l'improvisation.
Alors maintenant, ce qui se fait de plus en plus, qui se faisait beaucoup moins il y a une quinzaine d'années, c'est que maintenant, il y a des organismes qui n'hésitent pas à dire qu'on peut être... alors, hypnothérapeute, déjà, pratiquement personne n'a le droit de s'appeler hypnothérapeute, à part les psychologues et les médecins, en 45 jours de formation. Ouais. Voilà. Même des fois en 35 jours. Et donc, il y a une paupérisation des métiers en général. On retrouve ça dans plein de professions. Et dans le milieu de la thérapie, par des organismes de formation qui sont... pas très exigeants et qui regardent plutôt que la qualité du travail qui va être effectué. Voilà, sont plus des commerciaux et des businessmen. Tout à fait, donc tu parles de l'hypnose, mais le coaching aussi. Pareil. Personnes, ils sont coachs au bout de 2 jours de formation. Et quand tu vois que toi, tu as un référentiel, t'es référencé, t'es au RNCP, etc., voilà, on sent que derrière, il y a du sérieux et il y a de l'exigence. De l'exigence, tout à fait. Parce qu'on a affaire à de la matière humaine. Oui. Déjà, dans des trucs complètement pratiques, souvent je donne la métaphore. Quand les gens me disent, oui, mais pourquoi on est obligé de faire tout ce parcours ? Je dis, écoute, on va prendre une métaphore. Si tu veux refaire faire toute l'électricité, tu achètes une maison, l'électricité qui est plus aux normes, et tu vas prendre quelqu'un qui a commencé sa première année de CAP et qui est à 2 mois de CAP. Est-ce que tu vas le prendre, lui, pour refaire toute ton électricité ? Ah ben non. Eh bien, voilà. Donc, quelqu'un qui vient avec des problématiques personnelles ou des problématiques professionnelles, il me semble qu'il est en droit d'avoir en face de lui quelqu'un qui est compétent et qui va savoir travailler en toute sécurité et en toute fiabilité avec lui. D'où l'exigence d'avoir un niveau suffisant. Et est-ce que du coup, toi, tu connais tes stagiaires et est-ce que quand tu sens que le niveau n'est pas là, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là ? On a des suivis par rapport, puis on a des évaluations à chaque fois. Des évaluations au bout de 5 jours, au bout de 10 jours. Voilà, les formateurs font des évaluations à chaque fois. Et quand il y a quelqu'un qui est en difficulté, on va donner des tâches supplémentaires. D'accord. Même si quelqu'un qui a la certification a des difficultés, on va lui proposer des tâches de rattrapage. Ou alors, carrément, on va lui proposer de réviser gratuitement pour que ses compétences s'améliorent. Parce que des fois, en même temps que la personne est en formation, elle a des crises de vie qui font que, elle est beaucoup moins disponible psychologiquement, et émotionnellement et physiquement. Et donc, on a toute une procédure pour pallier à ce genre de choses. Ouais, de révision, effectivement. Oui. Et puis, il y a des gens que je refuse en formation. D'accord. Voilà. Donc, il y a des gens, ils ont un niveau d'études et qui veulent être coach professionnel en entreprise, qui n'ont jamais travaillé en entreprise. Je leur dis, c'est pas ça qui est fait pour vous, quoi. Parce que il faut vraiment connaître le milieu de l'entreprise, avoir des réseaux pour pouvoir développer son activité de coach professionnel. Alors, des fois, les gens ne sont pas contents parce qu'on leur a dit exactement le contraire ailleurs. Ouais. Mais moi, je reste sur mon but, c'est pas de remplir des formations à tout prix. Ma mission de vie, c'est que les gens fassent un job qui leur plaise, qu'ils soient heureux là-dedans. Et c'est de partager les connaissances et de créer de l'emploi. Ouais. C'est-à-dire que créer de l'emploi, embaucher des formateurs, avoir au niveau de l'administratif et de tout ce qui est au niveau du siège, vraiment qu'il y ait du monde. Et puis que les gens, ensuite, eux, aient du boulot. C'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. D'ailleurs, je fais partie du réseau Entreprendre qui, justement, a comme rôle de créer de l'emploi. Et vraiment, c'est ce qui m'anime. C'est partager des connaissances pour que les gens aient des niveaux où ils puissent avoir un métier qui leur plaise, dans lequel ils s'éclatent, comme moi, je m'éclate dans le mien. Ouais. Parce qu'il n'y a pas pire torture que de pas aimer ce qu'on fait. Oh oui, bien sûr. Et là, on est dans l'étymologie du verbe travail, du mot travail. Sur la labeur, là. Voilà. Et puis, on est sur, en latin, c'est l'instrument de torture. Ouais. Alors que moi, ce que j'aime bien, c'est faire du bel ouvrage. Voilà. Et que les gens soient contents de faire ce qu'ils vont faire et qu'ils s'éclatent. Et là, maintenant, ça fait tellement longtemps, on a vraiment des retours d'anciens stagiaires, on a vu se développer, tout ça. Et ça, c'est du pur bonheur, ça. Ah, c'est génial. Et même la cohésion de groupe, en fait, qui se développe dans les formations. Oui, il y a un phénomène d'intelligence collective. Ouais, vraiment. C'est super intéressant. C'est des personnes aussi, parce qu'on partage certainement les mêmes idées.
Et quelques valeurs aussi. Et je trouve que l'énergie du groupe, elle est folle, quoi. Oui, puis c'est en fait, moi, pour ma part, je pense que je suis une immense privilégiée. Et quand j'en parle avec les formateurs, ils disent aussi que c'est ça. C'est qu'on a l'immense privilège de voir éclore des boutons qui deviennent des fleurs épanouies. Et ça, c'est un privilège vraiment fantastique. Et en étant stagiaire, c'est une expérience particulière d'avoir des relations avec autant d'authenticité, de vérité. Il y a des gens qui disent des choses aux autres stagiaires quand ils font les exercices et tout ça, qu'ils n'ont jamais dit à personne, y compris aux personnes qui sont très proches d'eux. Donc il y a vraiment une authenticité et un partage et une humanité qui est installée dans les formations et qui devrait être installée dans toutes les formations qui mènent à des métiers comme coach, consultant, comme tous les gens qui s'occupent des autres. C'est ça, et ça crée vraiment des amitiés. Ah oui, oui. On a eu des couples, les formateurs, on a des gens qui bossent ensemble, qui ont monté des business ensemble. Et vraiment, ça, c'est vraiment, j'ai beaucoup de gratitude pour ça. C'est génial. Alors, pour revenir sur ta spécialité, sur les traumas, donc on a compris que c'est quand même des sujets très lourds sur lesquels tu interviens. Alors moi, j'ai pas la notion que c'est plus lourd que le reste. C'est comme quand on dit travailler en profondeur. Moi, je sais pas trop ce que ça veut dire, la profondeur et la hauteur. Pour moi, les traumatismes, j'ai juste une mauvaise adaptation à un événement. Parce que... Peu importe l'événement. Eh oui. Tout à fait. Parce qu'un événement qui va paraître anodin pour une personne est traumatique pour une autre. Tout à fait. Donc ça veut bien dire que c'est l'individu qui rentre en ligne de compte là-dedans. Et moi, j'ai pas de jugement là-dessus. C'est-à-dire, je pense pas que un viol est plus important qu'un accident de voiture, un attentat est pire qu'un enlèvement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que le cerveau de la personne en a fait. Ouais. Et comment elle a codé l'événement. C'est ça qui est intéressant. Mais en lui-même, l'événement, il est pas... Il est là. C'est comme ça. Voilà. Hein. C'est les jugements que je porte dessus, les jugements que portent les autres, qui vont m'impacter. Aussi. Voilà. C'est pour ça que, par exemple, dans les groupes de victimes, les associations de victimes d'attentats, ça a un côté très contre-productif aussi. D'accord. Parce que les gens ne font que ça, parler de ce qu'ils ont vécu. Donc ils restent là-dedans. Donc c'est comme s'ils vivaient dans cette espèce d'eau saumâtre tout le temps. Et donc ça ne fait que renforcer l'aspect traumatique. Donc le trauma, c'est chaque individu qui va créer un trauma à partir d'un événement. Et le rôle du thérapeute, c'est de savoir qu'est-ce qu'il a fait dans sa tête à ce moment-là qui fait que c'est traumatique pour la personne. Vraiment. Tout à fait. Parce que pour avoir... là, pour le moment, je ne peux pas retourner à Beyrouth vu la situation. J'ai travaillé à Beyrouth pendant plusieurs années. Et là, quand il y a eu l'explosion, j'ai fait des zooms réguliers avec des Libanais, chaque fois pour les accompagner dans cette problématique de vie. Il y avait des gens qui avaient la moitié de leur appartement qui avait été soufflé, tout ça, et qui disaient j'ai... La chance, c'est que, avec ma fille, on était dans la cuisine. 2 minutes avant, elle était en train de jouer dans le salon. Et, c'est le salon qui est parti. Voilà. Moi, je retiens ça. Et d'autres personnes qui étaient fixées et qui ont imaginé ce qui aurait pu arriver, tout ça, et qui étaient beaucoup plus trauma. Donc, c'est l'événement, comment il est codé, l'événement. Ouais, c'est ça. Et toi, comment tu fais pour arriver à gérer toutes ces situations émotionnellement? Parce que je pense ça. Okay. Et que j'ai travaillé avec des enfants violés. Je ne m'identifie pas. Je ne m'identifie pas. Je suis dans de la présence, de la compassion, mais je ne souffre pas avec. Parce que ça n'amène rien. Si quelqu'un est en train de se noyer, moi qui ne suis pas une super nageuse, je saute à l'eau, on va être 2 à se noyer. Donc dans le genre résultat, c'est quand même très moyen. Oui, et puis j'ai une foi, déjà parce que je suis une bonne résiliente, et donc je pense que si moi je l'ai fait, les autres savent le faire, et que tout le monde peut le faire, et que je suis persuadée que les personnes que je vois ont des capacités de résilience qui sont là. Et que ils vont surmonter ça et que des fois il y a juste on est juste un tout petit grain de sable dans le mécanisme
qui va bloquer ce mécanisme et en mettre un en route qui sera beaucoup plus juste pour la personne. Mais juste ça, c'est-à-dire comment on débloque quelque chose pour ensuite que la personne ait la liberté de vivre de la manière dont ça lui convient. Mais j'ai pas de... Je m'associe pas à la difficulté des gens. Je trouve ça intéressant, cette image de grain de sable, parce que c'est se dire on n'est pas tout puissant, je vais te sauver, c'est moi qui vais t'aider, je vais trouver la solution. Personne sauve personne. On est juste un grain de sable ça. Qui peut-être va... Voilà. Et en fait, l'idée, c'est que une métaphore que j'aime bien, c'est de dire que le changement se produit, c'est comme les dunes qui se déplacent, la dune du Pilat, qui bouge toutes les années. Et en fait, elle bouge parce qu'il y a des trillards et des trillards de grains de sable qui bougent en même temps. Eh bien, chaque thérapeute est un petit grain de sable qui fait bouger à son niveau. Et le fait qu'il y ait beaucoup de gens, c'est pour ça que je forme des thérapeutes, parce que j'ai l'idée que plus on est des grains de sable, et plus la dune va bouger, et plus l'humanité va aller vers plus de bienveillance et de maturité. C'est une super image. J'aime bien, parce que ça se fait doucement et sûrement. Tout à fait. Voilà. Est-ce que ta pratique et tes connaissances t'ont aidé dans les relations avec ton entourage, peut-être dans l'éducation de ta fille Elle a été un peu imprégnée, oui. Voilà. D'ailleurs, voilà, quand elle a fait une formation en PNL, elle avait l'impression déjà de savoir une grande partie. En même temps, j'ai pu être énervante, injuste, voilà. Je suis un être humain avec ses imperfections. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors pour finir, comment toi tu vois l'évolution de ta pratique et aussi de ton entreprise ? Alors, l'évolution de ma pratique, donc j'ai 65 ans, donc je vais continuer à évoluer et à travailler, à mettre en place différentes choses au niveau de la société. Je vais peut-être me tourner vers d'autres choses plus dans une action bénévole aussi. Voilà, donc j'ai des pistes un peu dans ma tête pour ça. Et autrement, la société elle se développait de plus en plus avec de plus en plus de qualité. Ouais. Donc on est en train de travailler sur le référentiel Calliope, toujours monter en compétences, en qualité, être vraiment une entreprise qui prend au sérieux la société, les gens qui viennent se former ici, les formateurs, et qui est consciente de son impact sociétal. Parce que le fait de remettre des gens dans le monde du travail en étant heureux, de faire ça, c'est vraiment, voilà, c'est contribuer à la systémique de la société. Après, ça va continuer après moi, et je sais que ça va continuer à se développer parce que en fait, quand on a fait de la PNL, si on reste les deux pieds dans le même sabot, on n'est pas congruent avec ce qu'on a appris. Parce que la PNL, c'est pas juste des techniques, c'est un état une manière de fonctionner. C'est une manière d'être dans l'adaptabilité, dans la créativité, dans la lecture du monde. Voilà, c'est ça, et s'adapter au monde et contribuer. Et donc, voilà, ça ne pourra que continuer sur cet alignement-là. Donc, on va mettre de plus en plus de blended learning. Et puis, voilà, il y a d'autres idées qui sont dans les tuyaux. Bon, on a hâte de découvrir ça. Voilà. Merci beaucoup, Marie, d'avoir répondu à ces questions. Merci des connaissances que tu transmets aussi et des compétences que tu transmets. Et de m'avoir transmis des compétences aussi et de pouvoir être un grain de sable parmi les vôtres qui feront bouger sur la dune. C'est ça. Voilà, bienvenue sur la dune. Merci beaucoup Marie. Merci. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous et à me le dire avec des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Je vous remercie également par avance pour vos commentaires. Pour découvrir les actualités de ce podcast, je vous invite à vous y abonner et le suivre sur Instagram sous le nom de mo.2.psy. À très vite pour le prochain épisode. Vous
vous aspirez à avancer sur votre chemin de vie avec alignement, sérénité et légèreté, et vous choisissez de vous responsabiliser dans votre croissance personnelle, relationnelle et professionnelle. Vous voulez être accompagné pour intégrer ces concepts et pratiques? Alors vous pouvez me contacter sur Instagram ou sur mon site internet perrinegaillard.psychologue.com.